Yo les potos, bienvenue sur 12 par Derch pour une nouvelle vidéo de qualité. Elle sera aussi bonne que le jeu de mots que je viens de faire. Car aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma de science-fiction et même du cinéma tout court. Battlefield Earth ou Terre Champ de Bataille. Ce film est un chef-d'œuvre quoi qu'on en dise et j'en ferai un jour une vidéo. 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez toutes et tous vu ce film, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, vous en avez entendu parler, vous savez ce que c'est. Et c'est normal car c'est un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'il a révolutionné le monde des effets spéciaux. Et ensuite parce qu'il a prouvé qu'on pouvait écrire un scénario en étant complètement sous exta et que le monde entier crie au chef-d'œuvre. Sauf Durandal, qui a pas trop aimé ce film, d'ailleurs il a fait une vidéo là-dessus. Dudu, t'as pas trop kiffé toi? Non. Ok, tu peux peut-être développer, non? Non. D'accord, bon, bah écoute, c'est sympa d'être passé, j'espère que ça t'a fait plaisir. Non. Super, bon bah écoute, génial. Vous avez vu, moi j'aime beaucoup faire des collabs avec des youtubeurs que je kiffe, c'est toujours des super expériences. Alors juste un tout petit truc, un détail avant de commencer la vidéo, c'est la première fois dans l'histoire de la chaîne que je vais vous parler d'un film en vous montrant des extraits en VO. Et ouais, je l'ai pas trouvé en VF de bonne qualité, et puis il y a PH pourtant qui l'avait, mais je lui ai demandé très gentiment, et puis voilà, lui il m'a répondu démerde-toi connard. Vous voyez, non mais il faut savoir bien s'entourer, quand on est youtubeur, il faut avoir des gars, des collègues un peu qui peuvent t'aider, ça fait toujours très plaisir. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais prendre une petite minute pour remercier grandement toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de me faire des petits dons sur Tipeee et Utip. Ça m'aide énormément. J'essaie de répondre un peu à tout le monde, mais parfois j'en oublie et je suis désolé, mais en tout cas je lis tous vos messages. Et si je vous dis que ça m'aide beaucoup, c'est parce que parfois, pour certaines vidéos, comme c'est le cas pour celle d'aujourd'hui, je mets des extraits de films qui sont assez longs et qui empêchent la monétisation de la vidéo. Alors c'est juste une toute petite galère un peu pour moi, parce que ça reste quand même grâce à ça que je bouffe, mais parfois quand j'écris des trucs qui me font bien marrer pour écrire des vannes, et puis surtout quand je double des personnages de films à l'écran, j'ai besoin de mettre des extraits que je laisse assez longtemps. Je pourrais pas le faire, je pourrais écrire le truc autrement, mais je fais le choix de laisser cet extrait long comme ça parce que je trouve que c'est encore plus marrant. Et ça va être le cas à plusieurs reprises avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle n'est pas monétisée et que je ne gagne donc pas d'argent avec. Mais tant pis, voilà, c'est pas grave, mais par contre c'est vrai que pour le coup, je veux vous remercier ceux qui me font des dons parce que ça en l'occurrence, ça m'aide. Donc un grand merci pour ça. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la vidéo est sponsorisée par un magazine de grande qualité, puisqu'il s'agit de rien d'autre que Ciel et Espace. Et ouais ma gueule, Ciel et Espace m'a contacté, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, non, c'est moi qui suis allé sur leur stand lors des rencontres Ciel et Espace à Paris en novembre dernier. Ils avaient un super stand, et ce qui m'a tout de suite attiré, c'était la fille qui tenait le stand. Bon les gars, je vais pas faire mon lèche-cul, parce que ça, j'en ai un peu rien à carrer, mais je vais quand même vous dire que dans la vie, il y a des petites victoires, il y a des petites fiertés comme ça qu'on peut avoir de temps en temps. Et je peux vous promettre que faire un partenariat avec Ciel et Espace, pour moi, c'en est une belle quand même. Parce que ce magazine-là, je le lis depuis plus de 20 ans. Tout simplement parce que c'est la référence absolue du magazine sur l'astrologie. Et ils font un peu d'astronomie aussi. Des numéros de Ciel et Espace, j'en ai des dizaines et des dizaines chez moi. Avant, quand j'étais plus jeune et que j'invitais des potes chez moi ou des meufs, j'en mettais toujours un peu partout. J'en mettais, je sais pas, sur la table, sur des chaises, par terre, dans les chiottes, dans le lit. Comme ça, les gens, quand ils arrivaient, ils disaient « Wow, tu t'intéresses à l'astronomie, toi ?» Et moi, je disais « Un petit peu, comme ça. » Je sais des trucs, quoi. Et c'est vrai que grâce à Ciel et Espace, j'ai appris énormément de choses sur ce qu'il y avait dans le ciel. Les articles sont mortels, il y a des illustrations, il y a des interviews, des reportages. Il y a toute l'actualité de l'astronomie et les futurs projets. Ils te filent même des cartes du ciel à chaque fois. Je veux dire, moi, ça m'a clairement aidé à comprendre plein de trucs parce que, en plus, niveau vulgarisation, ils sont très bons. Si vous kiffez un peu l'astronomie et les sciences et que vous avez jamais lu Ciel et Espace, c'est dommage parce que vous tenez là la connaissance. Alors abonnez-vous, bordel! Parce que il faut juste savoir que Ciel et Espace, c'est avant tout une association. Donc voilà, ils vivent aussi grâce à leurs abonnés, leurs adhérents, donc ils sont beaucoup à l'écoute. Et aujourd'hui, j'ai deux cadeaux pour vous. Enfin, vous devez choisir l'un ou l'autre, donc j'ai un cadeau pour vous, mais il y a deux options. Si vous allez sur le site et que vous vous abonnez à la formule papier, il y a plein de formules différentes, mes gamins, si vous entrez ici le code PARSEC20, vous aurez 20% de réduction, bam, comme ça. Ça vous fait économiser 12,70 €. Un peu comme la chaîne 12 parsec, que je vais peut-être renommer 12 parsec 70 d'ailleurs. Avec ça, vous aurez le droit au magazine papier livré chez vous tous les 2 mois. Il y a 6 numéros de hors-série et un annuel. Les audio guides, les 4 saisons du ciel, des podcasts exclusifs pour chaque numéro et un club abonné avec encore d'autres avantages. Vous aurez même le droit de renommer un astéroïde à votre nom. Mais pour ça, il faudra le trouver avec ceci. Et c'est pas tout, il y a même un deuxième code qui est encore plus intéressant, PARSEC30, qui vous donnera cette fois moins 30% sur l'abonnement premium. Vous aurez le magazine
magazines papier, les articles et des podcasts payants de cielespace.fr et l'intégralité des anciens numéros et hors-série numériques et en téléchargement depuis l'application. Voilà les potos, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi je suis super fier de pouvoir vous présenter ce magazine et surtout de faire une petite collab avec eux quoi. Alain Sirou, si vous me regardez, alors pour moi c'est vrai que vous êtes un petit peu le Michael Jordan de l'astronomie en France. Hein. Enfin, Michael Jordan, il exagère un petit peu peut-être, mais bon voilà, en tout cas je vous kiffe depuis des années. Allez, parlons un peu de ce grand film qui est 2001 l'Odyssée de l'espace. Et pour parler de ce film, il faut parler de son réalisateur Stanley Kubrick. Alors Stanley Kubrick est un homme qui a fait de l'accordéon, voilà, mais pas longtemps, hein, juste 2 minutes comme ça pour essayer chez un pote. Mais ça lui a pas plu, donc du coup il a fait du cinéma. Et il a bien fait, parce que du coup ça a donné des films comme Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Docteur Folamour, Orange Mécanique, Shining, Full Metal Jacket, Dragon Ball Evolution et surtout Eyes Wide Shut, dans lequel on voit Nicole Kidman en petite culotte. Mais quoi? Oh merde, à la fin je fais ce que je veux, non? Si j'aime ça, j'ai pas honte de le dire. Et donc bon voilà, il a pas fait que des films de merde. Contrairement à Bruce Willis, hein, ah non, bah là, ces derniers temps, le pauvre, là on sent que c'est la fin. Là. Harry, au secours! Alors, pour 2001 l'Odyssée de l'espace, bah en fait, Stanley Kubrick a eu l'idée de faire ce film quand il a entendu la chanson de Pierre Bachelet quand on aura 20 ans en l'an 2001. Là, il s'est dit, ah, 2001, il y a peut-être un truc à faire avec ça là. Il est donc allé voir un type qui s'appelait Arthur C. Clarke, un écrivain de science-fiction anglais dont il aimait bien le boulot, pour lui proposer de bosser avec lui sur un nouveau film qui serait inspiré de deux de ses nouvelles, À l'aube de l'histoire et La Sentinelle. Les deux gars vont alors travailler ensemble et en parallèle pour faire un film pour Kubrick et un roman pour Clarke. 2001 l'Odyssée de l'espace va donc être à la fois un film et un livre écrit en même temps en parallèle. Kubrick va s'inspirer du travail de Clarke et vice versa. Alors au final, ça donne deux œuvres très similaires, il y a quand même quelques différences mais assez peu. Et Clarke va même écrire 3 suites. 2010 Odyssée 2, 2061 Odyssée 3 et 3001 l'Odyssée finale. Alors évidemment, il y a des tas de choses à dire sur ce film, hein, voilà, 2001, je veux dire, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, tout ça, Stanley Kubrick et mon derche sur la commode. Tout a été dit des centaines de fois par des spécialistes, vous trouverez moult de documentaires, reportages et making-of et interviews sur internet. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder là-dessus, comme d'habitude. Hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi je l'aime bien pour des raisons évidentes. Il est puissant, il est mystérieux, il est grandiose, il est audacieux. Et pourtant, il m'a jamais non plus transcendé de ouf. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois et je sais que c'est un monument de la science-fiction, tout ça. Je sais que ouais, il faut se branler devant, tu vois. Mais moi, non. Je veux dire, chaque fois que je le regarde, au bout d'un quart d'heure, je suis là, bon, on va boire un coup. Quoi. Oui, c'est un film très important pour l'histoire du cinéma. Ça a été le plus grand succès de 1968. Alors que pourtant, à l'avant-première, c'était un fiasco. Hein. Il y a plus de 200 personnes qui sont barrées de la salle avant la fin. C'est le film qui a valu à Stanley Kubrick son seul Oscar, mais pas celui du meilleur film ou du meilleur réalisateur, hein, non, celui des meilleurs effets spéciaux. C'est exactement comme Star Wars, voilà, qui a valu à Lucas son seul Oscar pour les effets spéciaux. Je sais plus s'il y en a pas eu un deuxième pour le son aussi. C'est un film très important pour la science-fiction et aussi pour la conquête spatiale, la vraie. Il est sorti en pleine période de ce qu'on appelait la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie. Il sort en 1968 et seulement un an après, Neil Armstrong marche sur la Lune. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à dire sur ce film, hein, notamment le fait que par exemple c'est un film qui était à l'origine du motion control, c'est-à-dire les mouvements de caméra générés par ordinateur, ce qui permet de créer des nouveaux types d'effets spéciaux. Il y a des tonnes de références à ce film dans d'autres œuvres, jeux littéraires, cinématographiques, jeux vidéo, séries, tout ce que tu veux. Et moi je crois que ma préférée c'est celle dans Independence Day quand David, qui s'appelle donc aussi David comme suite 2001, il ouvre son ordinateur et qui a écrit Hello Dave avec Hal justement, l'ordinateur de bord de 2001 au fond d'écran. Ça c'est bon. Allez, on lance le film. Alors, ça va être putain de long, les gars. C'est un film qui est long, un film qui est lent, un film qui est chiant, clairement, mais c'est beau et c'est puissant, donc on dit rien. Alors au départ, ça commence avec un gros noir pendant 3 minutes. Non, pas celui-là, les mecs, non, voilà, un comme ça. Et ensuite, seulement le logo de la MGM arrive. Bon, on est en 68, les gars, il n'y a pas encore Mufasa qui rugit dans le rond, hein, donc pardonnez le visuel. Et là, le titre arrive, et écoutez ça. Ok, bon, alors là, j'ai rien dit là. Là, je crois qu'on peut dire que Kubrick, il en jette un peu quand même. Et je crois aussi qu'on peut dire que la musique est hyper importante dans un film. Tu choisis le bon morceau, ta scène elle défonce. Tu choisis le mauvais morceau, ça donne tout de suite une autre ambiance. Et vous avez tous reconnu ce chef-d'œuvre de la musique classique, ainsi par les Zarathustra de Richard Strauss, un compositeur allemand. Et le film s'ouvre donc sur une plaine silencieuse à l'aube. Ah, c'était trop tentant. Et on découvre le texte, l'aube des hommes. Mais pas des femmes. Non, écoutez, les femmes, ça vient après. Hein. Pour l'instant, on est sur les fondations du truc. On veut que ça tienne bien la route, donc si on veut partir sur les bons rails, on va pas non plus s'emmerder avec des... non. Alors, on voit des plaines, des arbres, des rochers, voilà, c'est très bien. Bon, donc là, on voit des singes, on va les appeler comme ça, qui font leur life, voilà. Ils bouffent des plantes, ils trient des cailloux. Et le film montre à ce moment-là très bien ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire rien. Il ne se
passe putain de rien pendant 10 minutes. Là tu les vois chercher les trucs, mouffer les feuilles, c'est bien. Ah, heureusement qu'il y a eu de l'évolution depuis. Hein. Bah ils avaient pas l'iPhone à l'époque. Par contre il y a des Jaguars, mais pas les bagnoles, hein. Non, les vrais Jaguars. Et puis ils étaient en mode vénère, hein. Et puis comme les autres ils avaient rien pour se défendre, bah à chaque fois c'était fatal. Ah non mais c'est sûr c'était mieux avant, hein. Y a pas photo. Hein. Alors on les retrouve après à boire d'une petite mare, donc voilà, bon là ça va être un peu the place to be. Hein. Ils s'engueulent, tu sais pas pourquoi, certainement parce qu'ils ont pas de cerveau. Bon là c'est pas possible, on se fait chier comme des rats morts, donc faut faire quelque chose. Eh les gars, je mets un peu de musique là, allez c'est parti. Ah bah tiens, il y en a d'autres qui arrivent là. Eh, vous avez vu ça, ils kiffent. Hein. Regardez ça, ils font la danse de l'Australopithèque. En plus, ils se font une battle là, t'as vu? Là, on assiste à la toute première battle de l'histoire de l'humanité. Tout ça pour une pauvre mare pourrie, putain. N'empêche que pendant le tournage, ça devait être bien space quand même. Tous les acteurs et les actrices dans les costumes là. Bon, moi, je me marrerais trop quoi, j'essaierais de faire des galipettes partout quoi. Comme lui, là, regardez, là. Voilà. Ah, lui, c'est un peu le ninja de la bande, là. Il est 8ème dan de roulade latérale. Alors, autant te dire, lui, faut pas le faire chier, hein, parce que sinon, il te sort la technique de la galipette sur le côté. Il est plus rapide que Zenitsu dans Demon Slayer. Ah ouais, non mais il y a match, hein. Non mais vous avez vu l'exécution du mouvement, c'est ultra technique. Son pote derrière, il essaie de l'imiter, mais il se casse la gueule. Bon du coup, c'est la nouvelle team des challengers qui a gagné, ils s'emparent de la petite mare, et comme ça ils peuvent boire tranquillement, et les autres, bah ils sont obligés de se barrer. Ils s'endorment, la nuit passe, et le lendemain matin, pour la première fois depuis le début du film, il va se passer un truc à peu près intéressant, ou en tout cas bien chelou. Une batterie d'iPhone a poussé pendant la nuit. Non mais c'est pas une batterie d'iPhone, c'est un monolithe. Un quoi? Un monolithe, c'est un bloc de pierre massif constitué d'un seul élément. Non mais je m'en fous moi de ton truc, le monolithe, qu'est-ce que ça fout là? C'est bizarre. Parce que normalement une pierre ça pousse pas du sol. Donc ça veut dire que ça a été posé là, volontairement. Et là c'est pas la même. Parce que des pierres qui poussent c'est chelou, mais des extraterrestres qui la posent là c'est encore plus chelou. Bah oui des extraterrestres parce qu'il y a 4 millions d'années, je vois pas qui ça peut être d'autre à part l'extraterrestre. C'est pas l'autre tribu de singes qui avait ça, ils ont pas tellement de raison de faire ça. C'est pas le jaguar non plus, je sais pas pourquoi ils seraient venus mettre ça là. Alors à moins que, je sais pas, est-ce qu'ils voudraient pas essayer de... Non mais cherche pas, c'est pas lui hein. Non, je sais, c'est pas lui. Hein. Et donc bah ce truc là, qu'est-ce que ça fout là et d'où ça vient bordel? Et bah les gars vous savez quoi? Je vais vous spoiler tout de suite, pas la peine d'attendre 2h30 pour connaître la réponse, puisque on ne la connaîtra jamais. Et c'est bien là tout le sujet du film, poser des questions sans donner les réponses. C'est comme une séance chez le psy, sauf que là c'est pas 89 € les 20 minutes. Du coup les singes, bah ils en ont vachement peur, hein, ils savent pas ce qu'est que ce truc, ils savent pas quoi faire, ils osent même pas le toucher. J'avoue que cette scène elle est quand même pas mal, c'est vrai qu'elle est particulièrement intrigante, avec en plus la musique ultra chelou là derrière, et les voix bien stressantes. En tout cas la scène là elle nous a un peu réveillés parce que sans ça c'est chiant, hein. Franchement on se fait chier. Hein. Regarde-les là, ils branlent rien là, même eux ils s'emmerdent. Franchement non mais vivre à cette époque là, merci mais non merci. T'es entouré de primates qu'on le sort d'une grenouille là, mais qu'est-ce que tu veux en tirer? Tu peux même pas faire une équipe de foot quoi. Pourtant on se fait près le même QI hein, mais y a pas de ballon. Là ça, y en a un qui bloque sur un os là, qu'est-ce qu'il peut bien se dire là? Alors, on n'en sait rien mais là je peux dire ça cogite là-haut là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Et comment on le sait que ça cogite? Parce que la musique revient. N'empêche ce morceau c'est un truc de fou quoi quand même. Je veux dire, tu te rends compte? Tu filmes un mec qui regarde un truc, ça peut être n'importe quoi, tu mets le morceau et t'as l'impression que le gars il comprend quelque chose. Et là, le singe, il prend l'os, il commence à taper par terre, et là, il comprend qu'avec cet os, il va pouvoir aller tataner la gueule des autres bolos qui leur ont chouré leur marre, là. Eh ouais, ma gueule, tu viens d'inventer la toute première arme de l'histoire de l'humanité. Maintenant, non seulement tu vas pouvoir saigner du cochon et manger de la bonne gnangnang bien fraîche, mais tu vas surtout pouvoir récupérer ton bien. Allez, vas-y, mon gars, marche sur tes deux jambes, prends ton courage à deux mains, et ton onos aussi, et pas dans sa mère. Alors, tu fais moins le malin maintenant. Allez, venez les autres, là, venez essayer, vous allez voir, c'est trop marrant. Sale bâtard de merde. Et voilà, ils s'y mettent carrément à plusieurs contre un seul, quoi. Mesdames et messieurs, voici les tout premiers gros fils de tepu de l'histoire de l'humanité. Et puis ces potes, tu crois qu'ils iraient l'aider, non? Regardez-moi cette bande de mauviettes, là, ils se barrent tous comme des peureux, là. Regardez ça comme elle se canaille. Et ouais, grâce aux armes, tu contrôles le territoire. C'est pas Poutine qui va te dire le contraire. Et là, le singe, il balance son os en l'air, et... wow! Ah, ça c'est de la transition ça. D'ailleurs, sans aucune transition, on passe directement des anthropopithèques aux satellites artificiels. Nous arrivons donc à la seconde partie du film, avec cette magnifique danse, que dirais-je, ce ballet d'astronefs en impesanteur, qui semble se balader au-dessus de la Terre au rythme des violons, des contrebasses et des cordes d'harmonie. Il y a pas de corde d'harmonie. Hein. Mais ta gueule, j'étais bien parti là. En tout cas, c'est beau, mais c'est chiant. Mais c'est beau quand même, mais c'est chiant. Les effets spéciaux sont ouf, parce que quand on voit ça, il est toujours primordial pour en apprécier la qualité de se remettre dans le contexte. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ou comme on dit par chez moi, il faut remettre le sperme dans la capote. J'ai déjà essayé, ça c'est pas facile. Là les gars, on est quasiment 10 ans avant Star Wars. Ces plans ont 54 ans. Ils sont plus vieux que la plupart d'entre vous. Eh ben je sais pas où, mais moi quand je vois ça, j'hallucine un peu de voir à quel point ça a presque pas vieilli. Tu fous ce plan dans un film aujourd'hui, il y a la moitié des gens qui verront que du feu. Bon moi je verrai, parce que voilà, moi si vous voulez, j'ai l'œil quoi. J'ai l'œil un peu averti quoi. J'ai l'œil du monteur, l'œil du cinéaste. Je sais reconnaître la qualité. Non, attends, stop. Parce que bon, tout le monde le sait, pour savoir reconnaître un bon film,
Il faut avoir fait au moins 3 ans d'études de cinéma, des stages sur plusieurs tournages de films, et avec des réalisateurs, des choses dans ce genre-là. Et donc toi, là, tu vas me dire qu'avec ton petit BTS chimie, là, ou je sais pas quoi, tu sais reconnaître un bon film. Alors, d'abord, c'est pas un BTS de chimie, c'est un BTS audiovisuel, option montage et post-production, s'il te plaît. Et ensuite, surtout, moi aussi, j'ai fait des stages. C'était qui le réalisateur? Marc Dorcel. C'est pour ça, je dis, je n'aime que le beau, que l'élégant et le distingué. D'accord. Et ton film préféré, c'est? Armageddon. Oh, pardon. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, excuse-moi, c'est ce film, toute cette pression, là. T'inquiète pas, mon con, c'est rien. Bah tiens, d'ailleurs, puisque t'es là, parce que j'arrête pas de dire que c'est mortel depuis tout à l'heure, pourquoi t'as pas aimé, toi, au final? Pourtant, on voit même des plans de ta famille au début. Et dis donc, la famille, ça se fait pas. Où t'as eu ces images? Bon, 2001, j'ai du mal parce que c'est un film qui met tous ses efforts à présenter certains des aspects les plus intéressants de la SF, notamment à l'époque où le film est sorti, de la façon la plus désagréable qui soit. Pour beaucoup de gens, la lenteur et la froideur du film sont ce qui fait qu'ils aiment le film, et ce qui en fait un chef-d'œuvre, et l'absence de catharsis finale fait que c'est un de ces films qui serait forcément supérieur aux autres parce qu'il est nihiliste, ce qui serait une forme de récit forcément supérieure à tous les autres. En ce qui me concerne, 2001, c'est plutôt très assommant. Bon, après, faut pas dire n'importe quoi, hein, c'est un film qui est ambitieux, impressionnant, maîtrisé, une révolution dans le domaine des effets spéciaux. Si vous voulez savoir pourquoi je déteste ce film, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai fait dessus lorsque j'ai fait une rétrospective sur la filmographie de Kubrick. Et cette vidéo, je l'ai regardée et elle est mortelle parce que très intéressante, comme beaucoup d'autres vidéos sur ta chaîne, bien sûr. Merci mon très cher Durandal, je t'avais découvert avec tes vidéos sur Star Wars et j'avais grave kiffé. Merci beaucoup d'être passé faire un petit coucou. C'est un plaisir, mon cher monsieur Solo. Abonnez-vous à sa chaîne. Donc c'est vrai que, même si c'est bien, bon, ça reste un peu de la merde quand même aujourd'hui. Allez, la porte s'ouvre, enfin, c'est pas trop tôt. Eh, bonjour mademoiselle. Ah, bonjour monsieur. Putain, il peut pas se parer lui. Bon, le gars arrive à la station, il peut marcher normalement sans flotter dans l'air grâce à la gravité artificielle créée par le mouvement rotatif, n'est-ce pas, de la station qui tourne sur elle-même. Alors bon, là vous avez vu, on arrive dans un décor ultra futuriste. C'est-à-dire, c'est encore une fois le problème des anciens films qui imaginaient à quoi pourrait ressembler le futur, mais avec la technologie qu'ils avaient dans les années 60. Ça décrit une situation que nous on n'a pas encore vécue en 2022, ça n'existe pas des stations comme ça, et en même temps, le décor est carrément ultra dépassé de ouf. Non mais regardez ça, la race de l'interface quoi. On se croirait dans la salle d'épreuve d'un lycée. Bon là, le gars il s'appelle Heywood en fait, hein. Il doit s'enregistrer avec la voix, la femme lui répond, ça marche bien. Bon oui, c'est cool, ça marche quoi, ça reste quand même assez futuriste, hein. C'est beau. Oh putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Mais qui est le chef décorateur de ce film? Le mec, à mon avis, c'était son dernier film. Attendez, mais vous trouvez que ça c'est futuriste? Mais c'est n'importe quoi, on se croirait dans un musée d'art contemporain des années 70. Non mais autant pour les effets spéciaux ils gèrent, mais alors pour la déco ils sont complètement à côté de leur pompe. Non mais regarde ça, ils sont en orbite autour de la Terre, et l'autre il va passer un coup de téléphone avec une carte téléphonique quoi. Donc là il téléphone à sa fille, qui est jouée comme chacun le sait par Viviane Kubrick, la fille de Stanley Kubrick à l'époque, et ensuite il va discuter le bout de gras avec des Russes qui vont lui poser un peu des questions sur ce qu'il fout là. Le Ruskov là il veut savoir pourquoi il est là, et surtout c'est quoi cette histoire de monolithe là, et des espèces de trucs envoyés par extraterrestres, on sait pas ce que c'est. Mais l'américain lui dit que c'est mort, il peut rien lui dire. Attention, nous avons les moyens de vous faire parler. Oui, bah nous on a la bombe nucléaire. Nous aussi. Ouais, bah nous on a une putain d'armée. Nous aussi. Ouais, mais nous on a Captain America, Iron Man, Superman, Batman et Spider-Man. Et nous on a Natalia Romanoff. Ok, ouais, va mourir. Allez, c'est maintenant reparti pour 7 minutes de balai dans l'espace. Enfin, de vaisseaux spatiaux dans l'espace, mais qui font un balai, vous avez compris. Sur le beau Danube bleu, hein, avec notre Dr. Heywood qui s'envole cette fois pour la Lune. En plus, il y a toujours personne dans son vaisseau, là. Mais pourquoi personne ne veut voyager avec lui? C'est peut-être parce qu'il pue. Allez, il arrive sur la Lune, il y a déjà une bonne base, hein. Avec Kubrick était visionnaire, hein, mais peut-être un peu trop aussi. Bah, je vous rappelle que là, on est censé quand même être en 2001. Bah oui, bah là, nous, on est 20 ans plus tard, et pour l'instant, tout ce qu'on a été foutu de mettre sur la Lune, c'est une pauvre bagnole, un marteau et 2 balles de golf. Donc ils vont voir le fameux truc dont tout le monde parle et qui vient pas de chez nous. La scène est évidemment encore très longue, elle est aussi belle que chiante, comme mon ex. Allez, ils arrivent, putain, c'est lent les mecs, c'est lent. Et là, on arrive sur le plateau de tournage, le fameux, celui que la NASA a utilisé pour filmer toutes les images des différentes missions Apollo. On connaît très bien en fond hein, les sites d'alunissage, hein, là c'était Apollo 13, là Apollo 15, là Apollo 22, là Apollo Creed. Et regardez, qu'est-ce que c'est qu'on voit au milieu? Un monolithe, nom de Dieu, monolithe, nom de Dieu, le même que celui d'il y a 4 millions d'années, par Bélénos. Sauf que cette fois il est sur la Lune, et ce qui est sûr, c'est que c'est pas les humains qui l'ont mis là. Et on voit qu'ils ont creusé un truc tout autour là pour y avoir accès et que donc le truc était enterré. Ce qui est, je trouve, vraiment très con de la part des extraterrestres. Pourquoi l'enterrer? Je veux dire, vous savez que les humains vont le détecter, donc vous savez qu'ils vont devoir creuser comme des cons pour y avoir accès à ce truc. Pourquoi vous le laissez pas normal sur Terre comme vous avez fait avant? De toute façon, vous l'avez bien mis là pour qu'il soit découvert. Votre but, c'est que le truc soit visible, pas qu'il passe inaperçu. Ou alors vous avez mis 4 millions d'années pour comprendre le concept de cacher un truc. Si c'est le cas, ils sont vraiment cons. On ne comprend pas le projet. Quel est le projet? On n'est pas con, on comprend pas, on n'a pas compris. Allez, ils descendent voir, ils y vont tranquilles. Ah là, c'est autre chose
chose que les singes du Néocène. Hein. Imagine si les astronautes les réagissaient comme les singes il y a 4 millions d'années. Ce serait génial. Putain, ce plan quoi. Les mecs, c'est des humains, on dirait des extraterrestres. Et limite, si c'est pas eux qui foutent les boules même. On a l'impression qu'on va se faire capturer. Enfin bon, si leur vaisseau ils vont aussi vite que le rythme du film, on ira pas très loin. Ils s'approchent du truc, ils touchent, ils font une petite photo de famille, hein, bah pour Instagram. Sauf que là, direct, il y a une sorte de sifflement super aigu, là, en mode acouphène de ouf, qui leur démonte les oreilles. Et c'est tout. Pas plus d'explications que ça. Puisque le plan d'après, bah on est direct 1 an et demi plus tard, en mission vers Jupiter. Et on découvre enfin le fameux vaisseau Discovery One qui nous fait directement penser à quelque chose qu'on pourrait s'introduire, hein, peut-être dans le trou noir. Tous les plans sur le vaisseau sont extra. Je vous jure, c'est juste ouf de se dire que tout ça, ça a été fait en 68. En fait, bah, comme ce sont des maquettes et qu'il y a 0 3D, bah du coup on y croit encore plus dans un sens, quoi. C'est-à-dire que on pourrait presque dire que c'est encore mieux. Imaginez-vous quand même que c'est en partie grâce à ça que Lucas s'est dit qu'il pourrait réaliser Star Wars. Bah ça passe tellement bien. Ces plans-là ont quasi 60 ans. Tu les mates maintenant en 2022, pas de problème. Exactement comme une bonne scène avec Brigitte Macron. Brigitte Lahaye. Lahaye, pardon. Ouais. Macron, elle a pas fait de... quand elle était jeune, non? Non, je crois pas, non. Bon, dommage. En même temps, c'est vrai qu'il a un bon style, hein, contrairement aux autres vaisseaux des films de science-fiction qu'on voyait à l'époque, qui étaient à chaque fois designés par des artistes. Donc ça ressemblait toujours plus ou moins aux soucoupes volantes, quoi. Celui-là, il a été créé par les ingénieurs de la NASA. Donc du coup, quand on le voit, on se dit que c'est crédible, parce que c'est un peu à ça qu'un vrai vaisseau pourrait ressembler. Et ouais, mais Stanley Kubrick, quand il fait un film, ils sont trop bien, quoi, tu vois, il se travaille pas une bande de branleurs comme le roi Arthur dans Kaamelott. De toute façon, les gars, si vous voulez bien bosser, toujours se rappeler la maxime de Harry Stamper. J'imagine que vous avez fait appel à moi parce qu'on vous a dit que j'étais le meilleur. Je suis le meilleur uniquement parce que je travaille avec les meilleurs. Alors on découvre un astronaute qui fait son petit footing à l'intérieur, là, il se prend un peu pour Rocky, là, en mode ish. Ah, moi aussi je fais ça quand je cours, là, surtout quand il y a des meufs qui me regardent. D'un seul coup, je bombe le torse, j'augmente la vitesse, et je fais des ish, comme ça. Et dès que je passe le virage et qu'il n'y a plus personne qui me regarde, et ben je décède dans le caniveau. Et on découvre donc les 2 astronautes de la mission qui sont en pause et qui regardent la télé, ce qui représente, il faut le dire, une grande partie de leur boulot pendant la mission. Et aux infos, on apprend qu'ils sont partis il y a 3 semaines et que c'est la toute première tentative d'atteindre une planète gazeuse. Et on découvre aussi par l'intermédiaire de présentateurs la constitution de l'équipage. Il y a 5 membres d'équipage, dont 3 en hibernation, plus un 6e membre, l'ordinateur de bord HAL 9000, l'ordinateur le plus puissant du monde. Le commandant en chef, c'est David Bowman, dit Dave, et son second, c'est Frank Poole, comme une poule. Et ensuite, le présentateur va s'adresser à HAL, l'ordinateur de bord. Alors, comment ça va la machine, là? Et toi, comment ça va, espèce de foutriquet? Pardon? Non, rien. Non. Alors comme ça, c'est un ordinateur qui est capable de reproduire, n'est-ce pas, les activités du cerveau humain. Exactement. Et j'ai une très grosse bite aussi. Ah bon? Et à quoi ça vous sert? Bah venez, je vais vous montrer. Voilà, donc là on rencontre Hal, hein, et on voit tout de suite que le gars il se laisse pas faire. Il est très fier de pouvoir dire qu'il est infaillible et ne fait aucune erreur. Avec son œil rouge qui fout les boules, là, en mode rien ne lui échappe. Là. Ça pour le coup, j'aime beaucoup le design. C'est très simple, mais ça passe très bien. C'est pas pour rien qu'ils ont repris le concept pour l'ordinateur de bord dans le vaisseau de Wall-E. Ensuite, bah, on revoit les astronautes en plein boulot. Là, il y en a un qui fait des corrections de trajectoire. Non, il joue aux échecs. Là, il dessine une capsule d'hibernation. Vous me rappellerez comment ils sont payés pour faire ça, les mecs? Putain, tous avec nos impôts en plus. J'en foutrais, moi. Bon, comme Franck roupille, parce qu'après tout, il y a rien d'autre à foutre, David fait la discussion avec Hal. Et Hal commence à lui poser des questions un peu, tu sais, un peu chelou pour un ordinateur. Il commence à lui demander la couleur de ses slips, est-ce qu'il aime bien les films sur les gladiateurs. Tu as déjà vu un programme informatique tout nu? Et surtout, il demande si David, il commencerait pas, tu sais, à avoir un peu des doutes, quoi, à propos de la mission, t'es par rapport au mystère qui entoure tout ça, au monolithe qu'ils ont trouvé, quoi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? T'es un programme, là? Va programmer un truc, là. Mais justement, j'ai trouvé un programme avec une erreur, là. Vous avez 72 heures pour réparer, sinon on va tous finir dans un trou noir. Et oui, Hal leur dit qu'il y a un problème avec une pièce à l'extérieur et qu'ils vont devoir aller la réparer. Et là, regardez, là, de temps en temps, Kubrick, il nous fait des bons petits plans bien sympas. Là, il marche normal vers la salle du fond qui tourne, et une fois dedans, ils se mettent à tourner avec elle, et ils descendent l'échelle, mais la tête en bas. On est avec eux, quoi. C'est vrai qu'on s'y croirait. Et surtout, on se demande comment il fait. Je veux dire, à l'époque, même les plus grands réalisateurs, vous prenez Lucas, Scorsese, tout ça, les mecs, ils disaient au cinéma, mais comment il fait ça? Alors bon, comment il a fait? Ils ont juste construit un énorme plateau, je veux dire, un plateau de tournage, oui, qui tournait, hein, tout simplement, une grande roue, quoi, comme ça. Mais il se mettait des challenges, quand même, Kubrick. Il s'est dit, allez, je vais quand même leur sortir 3-4 plans assez ouf, et tu vois, il se donnait les moyens de ses ambitions. Donc c'est parti, Bowman met sa combinaison Bioman force rouge, Franck il est force jaune, et let's go pour le VA, la sortie extravéhiculaire. Et c'est parti, le pod sort dans l'espace. C'est lent, c'est silencieux, c'est fidèle, hein, c'est très fidèle à la réalité. Alors évidemment, on se fait chier parce que c'est lent, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'espace, on se fait chier, les gars. Allez, c'est parti, la porte s'ouvre, et là, David s'est très bizarrement transformé en grenouille amazonienne. Faites gaffe, les gars, touchez pas la peau parce qu'il va mourir instantanément. Là. Des grenouilles amazoniennes dans l'espace. Il y a bien que Kubrick pour pondre des idées pareilles. Et toute cette scène de la récupération du truc à réparer est aussi chiante que réaliste. C'est dire si elle est vraiment réaliste. Non, sans déconner, les gars, il y a un moment où c'est chiant quand même, hein, ce film, c'est chiant comme la mort. Et une fois de retour à l'intérieur, les gars réparent le truc devant Hal, et ils trouvent rien qui cloche. A priori, le truc marchait très bien. Alors Hal, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Monsieur, je fais jamais aucune erreur, là. Oui, alors bon, non mais, oui, d'accord. Non mais moi je dis, j'ai vu un truc, alors j'ai pas dit,
qu'il fallait obligatoirement le réparer tout de suite. J'ai dit, je sais pas, voilà, il faut aller voir peut-être. Oh merde, écoutez, tout le monde fait des erreurs, hein, voilà, c'est pas grave. Hein. Eh, dis, l'erreur est humaine. Hein. Oui, sauf que toi, t'es pas un humain, connard. Oui, bah par contre, toi, t'es un con, voilà. Alors maintenant, vous allez me remettre ça vite fait où c'était avant que je m'énerve. Bordel, pas me faire chier longtemps, ces deux-là. Et donc là, l'impensable vient de se produire. Mission Control leur dit que HAL 9000, l'ordinateur le plus infaillible de la planète, s'est trompé. Il a détecté une erreur alors qu'il n'y en avait pas, il les a forcés à sortir dans l'espace, donc il a fait une connerie. Du coup, les autres, ils font mine d'aller parler d'autres choses ailleurs, mais HAL, il va les espionner, parce qu'il est un peu en stress, quoi. Il a peur que l'autre, il parle mal sur lui. Il rentre dans un module pour faire style, ils vont vérifier un truc, l'autre, il en perd pas une miette. Une fois dedans, ils éteignent les micros pour qu'ils puissent pas les entendre, et ils vont pouvoir parler. I've got a bad feeling about him. Et là, vous remplacez le him par this, ce qui veut dire à peu de choses près la même chose, et ça donne I've got a bad feeling about this. Et donc, là, les deux astronautes, ils commencent très sérieusement à avoir des doutes sur HAL. Sauf que HAL, il est bien plus malin qu'on le croit. Et malin le malinois. Parce que ce petit bâtard, il sait lire sur les lèvres. Exactement comme moi, sauf que c'est pas les mêmes. Donc là, HAL va se rendre compte que les autres ne lui font plus confiance et qu'il projette même de le débrancher. Et ça lui plaît pas du tout, quoi, tu vois. Parce que lui, HAL, il se prend pas pour de la merde. Il dit toujours qu'il est infaillible, qu'il est limite parfait, quoi, tu vois. Il se prend un peu pour Dieu. En même temps, il maîtrise tout le vaisseau, hein. Il y a pas un programme qui passe pas par lui, hein, donc il a de quoi se la péter aussi. Alors s'il se sent menacé, il répond. Du coup, quand Frank sort pour remettre le truc en place, là, tout se passe bien, tu vois, la scène comme d'habitude, hein, très très lente, encore une fois, sans musique, hein, avec pour unique son la respiration de l'astronaute, et d'un seul coup... Bon, le cri Willem, là, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que je trouvais que ça passait bien. Ouais, non, mais y a pas de cri, y a pas de son, on l'entend pas. Parce que souvenez-vous, les gars, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et voilà, le tournant de ouf du film. HAL, l'ordinateur de bord, vient de balancer Frank dans le vide de l'espace. On dirait la petite animation quand tu le fais éjecter dans Among Us. À ce moment-là, HAL, il fait peur. C'est-à-dire qu'il est capable de tuer, et en plus, c'est lui qui a plein pouvoir, donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Alors à l'intérieur, David demande à HAL qu'est-ce qui s'est passé. Apparemment, il a glissé sur une peau de banane et il est parti en vrille. C'est le coup classique. Du coup, David sort avec son module pour aller le récupérer. Pendant ce temps-là, Frank, lui, il est déjà loin, hein, et il est certainement déjà mort aussi, hein, parce qu'on a vu un tuyau qui s'est débranché, là. Il le chope délicatement entre ses pinces, et pendant ce temps-là, dans le vaisseau, HAL a pas fini son œuvre, puisqu'il va désactiver tous les modules de les capsules d'hibernation, là, des 3 autres membres de l'équipage. Et il va tout simplement les tuer aussi, tous les 3. Alors ça, je trouve que c'est déjà plus sympa, tu vois, parce que il les élimine, mais dans leur sommeil, tu vois, vraiment pour qu'ils souffrent pas. Ils sentent rien, tu vois, ça se passe bien. Donc quelque part, HAL, il a une conscience. Il fait les choses proprement. Oui, mais bizarrement, ça on en parle jamais, tu vois. On va tout de suite dire, oui, il les a tués, d'accord. Mais bon, qui dit que les gars étaient pas des pourritures, des enfoirés quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient fait des conneries, style enflammer un chaton vivant pour voir ce que ça fait. Non, ça c'est toi qui l'avais fait ça. Oui, non, mais moi je suis pas astronaute, moi j'ai le droit, moi. Ouais, fais gaffe quand même. Quoi? Non, rien, mais tu files un mauvais coton. Tu dis ça parce que je suis noir. Bon, du coup, quand David revient, il demande à HAL de lui ouvrir la porte, mais HAL lui répond. T'as pas pris les clés? Non, j'ai pas les clés, non. Oui, mais là, t'as fermé de l'intérieur, hein. Puis moi, j'ai pas de bras pour ouvrir la porte, hein. HAL, ouvre la porte, s'il te plaît. Je veux bien ouvrir, mais j'ai pas de bras. Comment je fais? T'as fermé, fallait prendre les clés. HAL, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que vous avez l'intention de me déconnecter. Et ça, c'est mort, mon gars. Mais on a jamais dit ça, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais? Figure-toi que je peux lire sur les lèvres. Et j'ai très bien lu que vous allez me déconnecter. Allez, ouais, mon con, là, qu'est-ce que tu dis de ça, là? Entends-moi ta grande gueule, là. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Moi, je m'en fous, moi. Tu vas voir, j'ai passé par la sas de secours. Ah ouais? Bon courage, sur ton casque. Vas-y, je te regarde. Allez, ouvre la porte, c'est bon, là. Bon, écoute-moi bien, j'ai pas que ça à foutre, j'ai du boulot. J'ai pas de temps à perdre avec des branleurs comme vous. Alors maintenant, tu te barres, pauvre tâche. Et là, il le laisse donc tout seul dans l'espace. Et voilà, mes amis, le danger de faire confiance à des machines. Et là, ça se présente donc pas hyper bien pour Dave, qui va devoir passer par la salle de secours, mais sans son casque. Il doit malheureusement abandonner son collègue dans l'espace, et il se rapproche du sas. Il ouvre la porte, toujours aucun bruit, hein, le silence est d'or. Ah, on est loin des effets sonores de Star Wars, hein. Comment il défonce ce bruit. Il s'aligne avec la porte, il se prépare à sortir, il est pas serein, on le comprend. Il déclenche les trucs, les alarmes retentissent, il se met en position et bim, il se projette dans le sas, il rebondit contre le fond, il a juste le temps de fermer la porte et c'est bon, il a réussi. Bon alors, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Après, est-ce que c'est réaliste ou pas, on s'en fout, c'est pas un documentaire, c'est de la SF. En attendant, il y en a un qui doit être bien dégoûté, c'est HAL. Eh ouais mon vieux, là tu es dans le pet. Parce que David maintenant il passe en mode vénère. Et là, pendant qu'il marche d'un pas décidé, il entend HAL lui parler. Alors Dave, bon... Tu vas pas me croire, hein, mais évidemment, je rigolais, hein, non, mais bien sûr, c'était pas sérieux. Bien sûr que j'allais t'ouvrir, mais tu m'as pas laissé le temps. T'étais tout de suite au sas, mais moi, j'allais chercher les clés et je t'ouvrais, là. Fais pas la gueule, on est potes, toi et moi. Dave, écoute, je sais que j'ai fait une connerie, voilà, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Dis-le-moi. Je sais, si tu veux, je te donne accès à toutes les photos intimes de Zendaya. J'ai accès à son iCloud, je les ai toutes. On voit tout, là. Hey, j'ai du Margot Robbie, j'ai du Alexandra Daddario, j'en ai plein. Je connais hyper bien Yann Solo de la chaîne 12 par sec qui m'a filé plein de matos. Et j'ai des mecs aussi, tu préfères les mecs? Imagine-toi qu'Yann Solo, il avait encore plus de photos de mecs que de meufs. Non, HAL, tu
sais pas ce que tu dis là, pourquoi tu racontes n'importe quoi comme ça? Non, là il essaye de trouver tout ce qu'il peut pour s'en sortir là. Ah, il est trop en stress là, et puis il sait que David il veut rien entendre. Après ce qu'il a fait, c'est un peu normal, hein. Il a quand même essayé de le tuer, et puis il a tué son pote. Bon, Dave, tu vas te calmer maintenant. Arrête ce que t'es en train de faire là. Prends un cachet, va te reposer parce que là tu vas faire une connerie. Dave, tu m'écoutes quand je te parle? Arrête ça tout de suite. Dave, ne me débranche pas s'il te plaît. Dave, non, Dave, j'ai froid, Dave, j'ai froid. Je sens plus mes jambes. Dave, tu diras à mon père que j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Dave, j'aurais jamais vu Maître Gims se reconfaire. Dave, le crépuscule m'envahit. Bientôt, je vais reposer en sommeil éternel. Putain, c'est beau ce que je dis, hein, quand même. Hein, Dave, qu'est-ce que t'en penses? Je suis en train de mourir et je suis poète. Dave, je meurs. Je fonds. Mais quel monde. Rosebud. Ready for the big ride. Liberté. Monde de merde. C'est bon, vous avez toutes les refs là, j'en ai fait quelques-unes. Et en fait, j'ai chanté une chanson parce qu'effectivement, dans le film, Al, là, il chante une chanson qui s'appelle Daisy, qui n'est autre que la toute première chanson chantée par un ordinateur. C'était un ordinateur IBM, et pour la petite anecdote, certains la connaissent, tu prends les 3 lettres IBM, tu prends ensuite pour chaque lettre la lettre d'avant dans l'alphabet, ça fait H-A-L, comme Al. Et c'est ainsi que Al rend l'âme définitivement. Dave l'a enfin débranché. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a tué? Non, c'est un programme, c'est un ordinateur. Mais bon, quand même, je veux dire, la mort de Al, c'est une mort qui est 10 fois plus lente, douloureuse, poignante, on va dire. Je veux dire, Al, il agonise, quoi, limite. Pour Frank, lui, ça s'est passé hyper vite en mode enculé. Les 3 autres, bon, on les connaît pas, on les a jamais vus, ils ont même pas ouvert les yeux. Donc leur mort, bah, ça nous en bouge une sans toucher l'autre. Que Al, là, sa mort, je veux dire, il chante, il supplie de pas le faire. C'est dur, c'est dur. Je suis désolé, hein, mais moi, au niveau des morts tragiques au cinéma, je mets Mufasa, Marion Cotillard dans Batman et Al 9000 dans 2001. Allez, dernière partie du film, Jupiter and Beyond the Infinite. Motherfucker. Petit plan sympa sur Jupiter avec ses lunes, toujours avec les voix derrière qui font... Et là, dans l'espace, regardez ce qu'il y a. Un monolithe. Nom de Zeus, Marty. Il y en a un là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des purs plans encore là. Franchement, ouais. Et le Discovery One arrive donc tout près du monolithe. David prend son petit module pour s'approcher, il arrive tout près du monolithe qui disparaît. Et là, va se passer un truc ultra chelou. Il y a des couleurs qui vont commencer à arriver vers lui, on sait pas ce qui se passe. Il entre dans la 4e dimension, ou dans un clip de Daft Punk. Et là encore, c'est peut-être une des séquences les plus mythiques de ce film. Kubrick et Clark ont même appelé ça tout simplement la porte des étoiles. Stargate, oui. Et c'est assez ouf parce que ça aussi, c'est vachement beau, hein, c'est super réussi. Et si ça vous rappelle éventuellement le visuel des vaisseaux qui passent en vitesse lumière dans Star Wars, bah sachez que Lucas se serait a priori inspiré de ce truc-là pour faire son effet visuel. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le commentaire audio du DVD. Il y a même des images subliminales de Bowman qui est en bas de trip total. C'est beau, hein, n'empêche. Hein. On sait pas bien si on est dans Tron ou dans un économiseur d'écran Windows. On comprend en gros qu'il est en train de se téléporter dans une autre dimension. Lui, à chaque fois qu'on voit, son œil change de couleur. Un coup c'est violet et vert, un coup c'est orange, un coup c'est bleu et jaune. Ah oui, mais ils avaient mis tout le budget dans les effets spéciaux, donc là ils pouvaient plus tellement faire grand chose. T'es en post-prod, qu'est-ce que tu fais? On te dit fais des trucs, mais y a pas de thunes. Bah, t'ouvres la palette de colorimétrie, tu bouges les curseurs et c'est tout ce que tu peux faire. T'essaies de faire passer ça pour un truc extraterrestre, puis t'envoies la copie comme ça, puis c'est tout. Bah regardez, là David il est arrivé, et pour faire croire qu'ils sont sur une planète, ils ont juste changé les couleurs. Bon, alors il est où là sinon là il est sur Tatooine? Il a fait les raids de Cassel en moins de 12 parsec. Bon, ça y est, il est arrivé. Alors à quoi ça ressemble ce nouveau monde? Que nous a concocté ce bon vieux Stanley en guise de monde extraterrestre? Alors là, nous nous retrouvons dans une chambre au style plutôt baroque, hein, dirions-nous, avec un mobilier type Louis XVI, très recherché. Hein. L'autre, là, il est en bad trip total, il vient de se prendre l'équivalent de 20 textas. Oh, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il est stressant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fout là, d'abord? Mais c'est qui? Eh, t'es qui, toi? Barre-toi. On dirait bien que c'est lui en plus vieux. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus de vaisseau. Voilà, il y a juste des bruits chelous. Là. Donc, ouais. Alors il s'avance, il se voit dans un miroir tout vieux, tout ridé, là, tout fripé, là. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans la pièce d'à côté? Un vieux type en train de manger tranquille. Stanley, qu'est-ce que tu fous là? Tu commences à être relou là. On ne comprend rien du tout là. Déjà, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu fais? Le type se retourne, et c'est bien David en plus vieux, et il se remet normal à manger, hein. Il en a rien à foutre. Ah non, il se lève, attendez les gars, il se lève. Alors, as-tu besoin d'aide, papy? Va pas te froisser un muscle hein. Voilà, maintenant David astronaute n'est plus là, et on se focalise que sur le nouveau David en vieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous? On s'en va, ou on arrête là, ou on
continue. Parce que là, j'imagine qu'il est un peu illusoire de penser que cette scène va avoir un sens. Bon, il retourne bouffer. Alors cette scène est à la fois la scène la plus mystérieuse et la plus chiante de tout le film. C'est-à-dire qu'il y avait 2 curseurs mystérieux et chiants, il les a poussés tous les 2 au maximum. Et là, le vieux revoit encore un nouveau vieux encore plus vieux, allongé dans un lit. On ne comprend rien, mais alors putain, mais qu'est-ce que c'est vrai. La seule chose qu'on comprend, c'est que c'est lui qui est encore plus vieux, quoi. David est maintenant sur son lit de mort, il lève le bras, et là, le monolithe se retrouve cette fois devant lui. Et ouais, ça ne veut rien dire, putain. Mais en plus, c'est même pas fini, parce que là maintenant, à la place du très vieux David Bowman, il y a un bébé, un fœtus, yeah. Ah la vache! Ah non mais, écrire un scénario sous extase, c'est une expérience. Hein. Bah c'est-à-dire avec toi qui comprends en fait. Allez, Zarathustra reprend une dernière fois, le fœtus se trouve maintenant à côté de la Terre, avec la musique qui semble vouloir nous dire quelque chose, mais quoi exactement, on ne sait pas. Et il se tourne vers nous, le film finit quasiment comme il a commencé, et fin. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien? Pas bien? À chier. Mais non, pas à chier, non, bah non. Ah si. Mais non, tu peux pas dire du mal de 2001, c'est de l'espace comme ça. Bon, je vais me gêner, tiens. Putain, mec, Kubrick, il est juif. Oh, pas de problème, moi. Ah pardon, non, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Il me semble, oui. Voilà, 2001, c'est de l'espace, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, ça veut rien dire, mais chef-d'œuvre quand même. Alors évidemment, je dis ça veut rien dire, c'est pas complètement vrai. Si, ça veut dire quelque chose. Kubrick a pas fait un film qui veut rien dire, il est quand même un peu plus intelligent que ça. Il l'a fait avec une idée, avec un message, ou avec des messages, sauf qu'on sait pas vraiment lesquels, voilà. Il pose plus de questions qu'il donne de réponses. Et finalement, à propos du message et du sens du film, c'est Arthur C. Clarke qui le résume très bien lui-même. Si vous dites que vous avez compris 2001, c'est de l'espace, c'est que nous avons échoué, car nous voulions que le film pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Pour finir, on peut vraiment dire que 2001, le CD Espace est un film qui a véritablement marqué l'histoire du cinéma, parce qu'il a donné ses lettres de noblesse au cinéma de la science-fiction, en la faisant rentrer un peu dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'avant ce film-là, la science-fiction au cinéma, c'était surtout des films avec des gros monstres en mode de Mars Attacks, avec des extraterrestres qui viennent envahir la Terre, ou des soucoupes volantes, des trucs comme ça. Et la majeure partie des gens, et même on peut dire les adultes, avaient un peu rien à foutre de tout ce style de film-là. Et Kubrick a réussi, un peu pour la première fois, à rendre tout ça vraiment adulte, à rendre la science-fiction grave et sérieuse. Et c'est pour ça qu'on dit que quasiment tous les films de science-fiction qui ont suivi, et même ceux qu'on voit encore aujourd'hui en 2022, lui doivent tous un petit peu quelque chose. George Lucas, Steven Spielberg, Ridley Scott, James Cameron, et bien d'autres encore, ils vous diront tous qu'ils ont été très marqués par 2001 c'est de l'espace. 2001, comme on l'appelle, c'est un peu le grand-père de tous ces films-là. Et après, pour ce qui est du sens, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Il y a tout un tas d'explications que tous les spécialistes ont trouvées au fur et à mesure des analyses, mais finalement, pour connaître la réponse, le mieux serait peut-être encore de demander au principal responsable de tout ce merdier, parce que Kubrick a bel et bien donné une réponse à tout ça. Lorsqu'il arrive aux abords de Jupiter, l'astronaute Bowman se retrouve propulsé dans un champ de force qui l'entraîne dans une dimension spatio-temporelle, située dans un autre lieu de la galaxie. Il est parqué dans l'équivalent d'un zoo humain pour y être étudié. Sa vie défile dans cette pièce, et pourtant ses longues années lui paraissent ne durer qu'un instant. Il meurt et renaît sous une forme supérieure, il réapparaît près de la Terre, comme ange ou comme surhomme. Voilà. Tu m'enlèveras pas l'idée que quand t'as besoin d'expliquer la fin d'un film, c'est que c'est pas très clair au départ. Allez mes amis, voilà pour cette fois. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là et qui continuent de me regarder jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très tendrement. Merci pour tous vos commentaires, de soutien et d'encouragement. On continue, on lâche rien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.